Pas la violence. Le gouvernement français a prouvé sa fermeté et le LPI sa popularité face à Ali Aref. Chacun espère maintenant que de véritables négociations vont s'ouvrir avec tous les partis pour aboutir à cette indépendance que tous les autochtones souhaitent, dans le calme, si ce n'est pas trop tard. Avec discrétion, mais non sans difficulté, la France a tourné cette semaine les dernières pages de l'histoire de sa décolonisation en terre africaine. Après 15 jours de négociations ardues, M. Olivier Stiernes est en effet parvenu, le mardi 8 juin, à conclure un accord avec les 3 principales formations politiques du TFI. C'est un accord qui débloque une situation politique devenue inextricable et qui permet enfin d'engager concrètement le processus qui doit mener Djibouti à l'indépendance. À noter qu'en souscrivant à cet accord, l'UNI s'est démarqué du président Aref et a rejoint de ce fait ses ennemis d'hier, l'opposition parlementaire et la LPI. Les 3 délégations, celles de l'UNI, de la LPI et de l'opposition parlementaire, ont dans des termes identiques signé la même déclaration et par conséquent sont arrivés à un accord sur des points aussi essentiels que la manière de conduire le territoire à l'indépendance, de passer éventuellement ensuite avec la France des accords de coopération, et enfin sur des points essentiels pour certaines délégations, et notamment sur la nationalité, puisque à cet égard, le gouvernement français a accepté, en accord donc avec toutes les délégations, la réforme qui était proposée. Cette nouvelle loi sur les nationalités sera proposée au suffrage du Parlement français au cours de l'actuelle session. Mais pour comprendre l'importance de cette affaire de nationalité ou de citoyenneté, comme vous voudrez, qui était au cœur des négociations de Paris, un bref rappel s'impose. Au terme de la loi actuellement en vigueur à Djibouti, il ne suffit pas d'être né sur le territoire pour être français, encore faut-il posséder un ascendant français. Cela réduit donc d'autant le nombre potentiel d'électeurs d'origine Issa et Somalie et aboutit finalement à favoriser les Afars. La révision de cette loi devrait donc permettre de nouvelles attributions de nationalité française et pour l'ensemble du TFI, on obtiendrait alors, en principe, les chiffres suivants. 30 500 électeurs Afars, 27 000 électeurs Issa et 4 000 Somalis. Dans ce cas, bien sûr, les Afars n'auraient plus la majorité. On saisit mieux ainsi l'implication électorale de cette loi sur les nationalités et on comprend très bien alors la satisfaction manifeste de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et de l'opposition parlementaire après l'accord de Paris. Nous avons l'impression que nous venons de faire réellement un pas très important en obtenant du gouvernement français la modification de la loi sur la nationalité. Tout à l'heure, le ministre lui-même a dit la déclaration suivante, comme vous avez entendu. Nous avons demandé la modification de la loi sur la nationalité, donc nous avons obtenu l'accord du gouvernement français. Et bientôt, ce projet sera déposé devant le Parlement français. Nous n'avons pas abouti aux résultats concrets que nous aurions souhaités, mais je suis quand même solidaire de la déclaration du ministre, que le ministre a lit à la presse. Vous l'avez bien senti, la satisfaction de M. Iltiré, le président de l'UNI, est très mitigée. Quant à M. Ali Aref, il conteste, lui, en bloc, l'ensemble des déclarations qui sont contenues dans l'accord. Tant qu'il n'y a pas une table ronde où tout sera déballé, je ne suis pas d'accord avec les déclarations qui viennent d'être faites. Et je vais jusqu'à désavouer mon ami et frère Omar Farah pour la signature qu'il a donnée, car nous n'étions pas d'accord et cette signature n'engage que sa personne et n'engage pas l'UNI. Monsieur Ali Aref, lâché par son propre parti, abandonné par le gouvernement français, est désormais un homme politiquement mort et en tout cas totalement isolé. Il se battra, dit-il, jusqu'au bout avec ses amis gaullistes pour maintenir ce qu'il estime précisément être un héritage du général.
combat perdu d'avance, affirment en chœur les observateurs. Et c'est pourtant vrai que pendant 16 ans, M. Aliaref a fait le jeu de la politique gaulliste dans le TFAI, ce que lui ont d'ailleurs assez reproché ses opposants. Mais au fil des années, les aspirations de Djibouti à l'autonomie, puis à l'indépendance, ont conduit le président du Conseil de gouvernement à concevoir comme possible une évolution politique qu'il se refusait jusque-là à envisager. Mais à cette époque, on est alors en début 75, cette évolution-là, vue de Paris, elle se conçoit encore avec le président Aliaref. Dans une interview qu'il nous avait accordée voici quelques mois, M. Aliaref expliquait d'ailleurs très clairement les éléments de réflexion qui l'avaient amené à cette évolution. Ses adversaires affirment qu'il a en fait pris, comme l'on dit, le train en marche par peur d'être politiquement doublé par l'opposition. Mais en tout cas, nous pouvons écouter les arguments de M. Aliaref. Il y a quelques mois, moi-même, j'étais encore pour le maintien de ce territoire au sein de la République française avec le statut de l'autonomie interne amélioré. Ce qui m'a poussé personnellement avec mes amis, c'est qu'il fallait maintenant voir les choses en face et surtout depuis la décolonisation brutale des colonies portugaises, nous avons pensé qu'il fallait maintenant franchir l'étape et surtout ça ne se fasse pas de la même manière que ça s'est fait pour les colonies portugaises. Il fallait faire les choses tant qu'il était encore possible de sauvegarder l'intégrité territoriale de ce pays et également préserver une certaine présence française que nous, habitants de ce territoire, souhaitons, c'est-à-dire les garanties françaises dans ce territoire. Mais en un peu plus d'un an, les choses vont se précipiter à Djibouti. On va assister peu à peu à une radicalisation de l'opposition. Le Front de libération de la côte des Somalies, le FLCS, basé à Mogadiscio, fait d'ailleurs tout ce qu'il faut pour que la situation se dégrade. Après l'enlèvement de l'ambassadeur français dans la capitale somalienne, il y aura en février le rapt sanglant des enfants. Et puis, outre ces opérations de commando, il y a aussi la pression de l'OUA, qui ne cesse de réclamer l'indépendance du TFAI, accusant les autorités de Djibouti et Paris d'orchestrer des déportations ethniques pour maintenir par la force et à leur avantage l'équilibre politique du pays. C'est dans ce contexte d'escalade de la violence politique et verbale qu'il faut situer alors les prises de position de la LPI. Depuis, la LPI est revenue à des sentiments plus modérés. On ne parle plus de lutte armée et on évoque même volontiers l'Union nationale. Pour comprendre ce changement de ton, il faut se rappeler qu'en quelques mois, cette LPI est passée de la semi-clandestinité au grand jour. Elle devient maintenant le fer de lance de l'opposition et ses leaders sont de ce fait même contraints de s'exprimer comme des responsables politiques. La LPI apparaît d'ailleurs comme le grand vainqueur des négociations de Paris. Et son porte-parole, M. Ahmed Dini, que vous voyez là sortant du secrétariat d'État au département et territoire d'outre-mer, semble l'homme qui monte à Djibouti. Nous rentrons à Djibouti. Et quelles sont vos intentions en arrivant là-bas? Participer à la mise en application de la loi qui vient d'être, ou bien qui est sur le point d'être modifiée. Théoriquement donc, nous sommes entrés dans la phase active de la préparation référendaire. Mais n'oublions pas que M. Aliaref, bien que potentiellement minoritaire à l'Assemblée territoriale, est encore jusqu'à présent président du Conseil de gouvernement. Au sein de ce gouvernement, il peut pourtant, d'un jour à l'autre, être mis en situation de ne plus pouvoir gouverner. Que feraient alors les trois partis signataires de l'accord de Paris? Réponse de M. Spire. Au cas de changement de gouvernement, ils se déclarent favorables à la formation d'un groupement d'union durable auquel ils apporteront leur participation et leur soutien. Mais logiquement, la prochaine échéance pour M. Aliaref, c'est le 15 juillet prochain. C'est à cette date en effet, et pas avant, à cause de la Constitution, que pourra intervenir le dépôt d'une motion de censure
qui, c'est probable, mettra fin aux 16 années de pouvoir de M. Ali Yareh. Après cela, que va-t-il se passer? La constitution d'un gouvernement de coalition qui réglera les affaires courantes jusqu'au référendum, suivi peu après d'élections à l'Assemblée constituante. Mais cela, c'est évidemment le scénario de départ. Il peut y avoir des accidents de parcours occasionnés par des oppositions imprévues ou par la FLCF. Mais si tout se passe dans l'ordre, le petit territoire de l'océan Indien aura, comme l'écrit l'un de nos confrères, à faire la preuve que son indépendance est politiquement et économiquement possible et qu'il peut résister à l'appel du sang venant de la Somalie et aux impératifs économiques dictés par l'Éthiopie.